Merci d'être au rendez-vous de cet entretien exclusif avec le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Oumbédi, qui nous reçoit. Il fait la promesse de tout dire sans détour sur la présidentielle de 2026 au Bénin, les transformations structurelles opérées sous la présidence Talon, mais aussi la politique extérieure du Bénin. Monsieur le porte-parole du gouvernement, bonjour. Bonjour, M. Bokor. Je salue tous vos téléspectateurs et vos followers et je salue tout le Togo. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Nous démarrons cet entretien avec un sujet qui fâche peut-être. Oswald Omeki, Olivier Boko, encore des concurrents politiques envoyés au NOUF. N'est-ce pas une nouvelle mauvaise publicité pour la politique béninoise? Pour nous, ce n'est pas un sujet qui fâche. Et contrairement à la lecture que vous en avez, M. Omeki, M. Boko, qui sont pour nous des frères et un aîné, étaient, jusqu'à la date où le complot a été éventré, étaient les amis du président de la République. Et mieux, M. Boko, c'est plus qu'un ami, il appelle son frère. Donc il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Et il n'y a pas de concurrence à l'égard de Patrice Talon, dont le mandat finit dans 15 mois et qui, formellement, a acté son départ déjà. Par contre, il y a eu un dossier dont la justice a connu, laquelle justice a eu le temps de faire ses enquêtes, de tirer les conclusions, d'organiser un procès régulier au cours duquel les intéressés ont eu la possibilité de s'exprimer, de se défendre, même si à un moment donné, dans leur stratégie, ils n'ont pas voulu aller au fond du débat, mais la justice avait des éléments qui ont conduit à la condamnation de ces personnes. Et vous dites, encore des concurrents politiques au NOUF? Non, il n'y a pas de concurrents politiques qui soient allés au NOUF parce qu'ils n'auraient rien fait. Vous avez au Bénin une démocratie qui fonctionne, où il y a des adversaires, il y a des opposants, il y a des critiques et parfois très acerbes qui sont là, à qui personne ne dit rien. Cependant, il y a des acteurs politiques qui, à un moment ou à un autre, ont commis des actes répréhensibles dont la justice est obligée de se saisir ou pour lesquels la justice doit être saisie. Le cas échéant, elle fait son travail qui est d'enquêter, d'arriver à des conclusions fortes et de tenir un procès. Parce que c'est trop facile. Si on dit qu'on est un acteur politique et qu'on s'est retrouvé en prison juste parce qu'on est acteur politique, aucune loi au Bénin n'a prévu un délit politique. Aucune loi. Par contre, il y a des délits de droit commun. Monsieur Boko, vous êtes journaliste. Au Bénin, les délits de presse sont dépénalisés. Donc, si vous venez ici, vous exercez au Bénin comme journaliste, vous me diffamez comme vous voulez. Je ne peux pas vous faire condamner à une peine de prison. Tout au plus des amendes et des dommages d'intérêt. Donc vous ne pouvez pas aller en prison. Mais si en tant que journaliste, vous volez la moto ou la voiture de quelqu'un dans la ville, même si vous avez une carte de presse, même si c'est affiché sur votre poitrine ou votre front que vous êtes journaliste, vous avez commis un délit de droit commun pour lequel vous serez jugé et vous irez en prison. Ceux qui ne savent pas vont dire « Oh, on a mis un journaliste en prison ». On n'a pas mis un journaliste en prison. On a mis un voleur de voiture ou de moto en prison. Donc, lorsque les acteurs politiques, forts de leur casquette, en arrivent à commettre des actes qui relèvent du droit commun, ils doivent répondre comme tout citoyen. Et c'est ce qu'il s'est passé au Bénin pour toutes les personnes auxquelles vous pensez. Aucun citoyen béninois, parce qu'il serait politique, parce qu'il serait un adversaire, ne s'est retrouvé en prison. La preuve, il y en a 10 000 autres qui sont là, à qui personne ne dit rien, qui pourtant font leur travail de politiciens, critiquent à l'envi et parfois même dans l'outrance. Et pourtant, personne ne les a envoyés en prison. Bien, pour insister un peu sur les cas Oswald Omeki et Olivier Boko, Boko qui n'est pas mon frère malgré son nom, ce sont des amis, des frères d'hier. S'ils ont décidé de prendre les armes, de retourner les armes contre vous, c'est qu'ils ont de bonnes raisons peut-être. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur les intentions, sur ce qui a été fait. La justice a fait un travail. La justice est arrivée à ses conclusions. Sa religion, c'est que les faits qui leur sont reprochés étaient constitués et ces faits sont sanctionnés par le code pénal à l'aune duquel ils ont été condamnés. Mais si on égrène les adversaires politiques qui ont maille à partie avec la justice béninoise aujourd'hui, ils sont nombreux. Est-ce que c'est une coïncidence? On ne va pas dire que c'est une coïncidence. Le Bénin est en train de changer et nous disons qu'en démocratie, liberté va avec responsabilité. Vous êtes libre au Bénin de dire ce que vous voulez, d'écrire ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, mais vous devez être prêt aussi à en répondre, assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Et le président Talon a toujours dit depuis le début, chacun est libre de faire, de dire ce qu'il veut, quitte à répondre de ses responsabilités aux besoins.
En ce qui concerne l'opposition politique, elle se dit persécutée. Est-ce qu'elle a encore une marge de manœuvre dans la présidentielle de 2026 à venir? Bon, et partout au monde, et les opposants ont souvent eu cette attitude de jouer les victimes. Et même s'il y a un petit événement, on peut le monter en épingle pour faire croire que... Parce que c'est une posture peut-être qui est rentable politiquement. Je ne vous enseigne rien. Je suis l'actualité chez vous de temps en temps. Maintenant, est-ce que cette opposition elle a une marge pour la présidentielle de 2026, dites-vous? Vous voyez, au Bénin, le code électoral, la charte des partis sont des textes qui structurent la vie des partis chez nous et l'animation de la vie politique. À partir de 2026, pour aller à la présidentielle, par exemple, un candidat doit être porté par un parti ou des partis, mais avoir les parrainages de responsables de son parti, des maires et ou des députés, des responsables du parti ou du parti de même obédience. Quand vous regardez aujourd'hui factuellement, à l'Assemblée nationale, nous avons 3 grands partis. L'Union progressiste, le Renouveau, le premier parti du Bénin, le BR et les démocrates qui sont à égalité en nombre de sièges au Parlement. Les démocrates ont 28 députés, comme le BR. Les 28 députés qu'ils ont suffisent pour leur donner les parrains qui, eux, représentent 20% du corpus des parrains, maires et députés confondus, provenant d'au moins 15 circonscriptions électorales. Ils ont ça, les démocrates. Donc, à l'heure où je vous parle, ils ont ce qu'il leur faut pour désigner leur duo de candidats à la présidentielle de 2026. Et nous avons fait quelque chose de formidable. En votant le code électoral, nous avons sécurisé les élus des partis. Donc les démocrates, ils sont rassurés de ce que leurs 28 députés doivent leur rester jusqu'à la fin de la législature. Il ne peut pas se passer demain qu'un député LD démissionne de son parti et vienne se faire encarter auprès des partis de la mouvance et dit, par exemple, lui, il va donner son parrainage à un candidat de la mouvance. Ce n'est pas possible. Le Code a sécurisé cela. Mais quand le Code fait ça, c'est parce que nous avons décidé de remettre les partis au cœur du jeu politique, au cœur du jeu démocratique. Il faut savoir que dès 1990, dans la Constitution, on a dit que ce sont les partis qui animent la vie politique chez nous. Et il se fait que pendant 30 ans, nous avons eu une pratique totalement débridée où on avait des partis pas viables du tout, de sorte qu'aucun d'entre eux n'a jamais réussi à conquérir le pouvoir d'État. Vous feriez une élection présidentielle au Togo, en tout cas depuis combien de dizaines d'années, ça serait surprenant que le président ne provienne pas d'un parti politique, n'est-ce pas? Parce que vous avez eu le temps d'avoir quelques partis qui sont costauds. Et nous, on n'avait que des partis fragmentés, des partis au mieux de régions, au pire de villages, voire de familles. Et désormais, nous sommes dans la logique d'avoir des grands partis, des partis d'envergure nationale, qui portent eux-mêmes des leaders qui ont une certaine envergure. Et c'est ça le but et le gain majeur de cette réforme. Parce qu'on sait tous que la gouvernance est déterminée par la qualité du personnel politique. Et ce personnel politique, il faut faire en sorte qu'il soit le plus qualifié possible. C'est ce que nous avons commencé à faire au Bénin. Eh bien justement, est-ce que cette vision du chef de l'État portée à son arrivée au pouvoir, d'assainir l'environnement des partis politiques, de les réduire, est-ce que cette politique, cette vision a prospéré aujourd'hui? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que les résultats sont bons? Il ne s'agissait pas pour le chef de l'État de réduire les partis politiques, non. Avant l'avènement du président Talon, toute la classe politique béninoise, toute obédience confondue, avait décidé, ou en tout cas avait réfléchi et acté la nécessité d'opérer les réformes. Mais il fallait beaucoup de courage pour faire ça. Beaucoup de courage. C'est ça qui fait qu'avant Patrice Talon, personne ne l'a vraiment fait. Le président Boni Yayi, quand il reprenait le pouvoir en 2011, donc à son deuxième mandat, si vous avez suivi son discours d'investiture, il mettait l'accent sur la nécessité d'oser faire des réformes, notamment du système partisan. Le président Adrien Oumbeji, qui est redevenu président de l'Assemblée nationale en 2015, dans son discours d'investiture comme de l'Assemblée nationale, il a réaffirmé la nécessité de réformer le système partisan béninois. Eux, ils parlaient déjà de resserrer le nombre pour faire de grands partis. Mais après, entre les intentions et les actes, il y a généralement loin de la coupe aux lèvres. Mais le président Talon a décidé, lui, de rester fidèle au diagnostic qu'il a fait en tant que candidat et à l'engagement qu'il a pris de procéder à ces réformes.
C'est pour ça que, très vite, en discutant avec les uns et les autres, il a dit, nous devons y aller. Et la réforme fait quoi? Elle ne limite pas le nombre de partis, M. Boko. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons au moins une quinzaine de partis politiques. Demain, on peut en arriver à 100, comme on était à 289 en octobre 2019, quand la réforme arrivait. On peut avoir 500 partis politiques au Bénin demain. Mais ce que nous disons, c'est que les partis de gouvernement doivent être des partis d'envergure nationale. Vous pouvez choisir d'avoir un parti de quartier, de village et d'être un agitateur d'idées. Mais si vous décidez d'aller conquérir le suffrage des populations pour avoir le pouvoir d'État, la magistrature suprême par exemple, on vous demande d'être présent dans tout le pays. Si vous voulez aller aux législatives et enlever des sièges de députés, on vous demande d'avoir au moins 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales législatives et nous en avons 24. Pourquoi? Il y a des partis, je vous ai dit tout à l'heure qu'au mieux nous avions des partis régionaux. Certains peuvent se concentrer sur une, deux régions, 3, 6 départements sur 12, peut-être 20 communes ou même 50 communes sur 77 et considérer que ça leur suffit. Nous disons, un parti politique qui veut être un parti de gouvernement, qui doit générer des hommes d'État, il doit s'occuper de tous les Béninois. Donc, aucune commune ne doit être considérée comme quantité négligeable. Et ça fait quoi? Ça favorise l'unité nationale. Ça favorise les regroupements. Donc, vous pouvez être sans leader politique, décider à l'aune des prescriptions du code de vous mettre ensemble, quitte à avoir des courants qui s'animent librement au sein des partis. À quoi vous sert-il d'avoir 20, 30, 50 partis qui, pris individuellement, ne pèsent pas grand-chose, alors que vous avez la possibilité de vous mettre ensemble, de gérer vos contradictions, d'avoir des courants qui s'animent et de commencer à devenir grand, beaucoup plus grand avec le temps et de vous imposer. C'est ce que nous voulons pour que, à terme, au Bénin, il y ait 2, 3 grands partis qui s'altèrent au pouvoir, qui ont une idéologie et les populations savent quand elles ont voté pour tel parti, voilà à quoi on s'attend. Quand elles sont satisfaites, elles le reconduisent. Quand elles ne sont pas satisfaites et qu'elles changent avec telle autre obédience, voilà à quoi on peut s'attendre. Et ça donne de la lisibilité à l'action politique. Mais pourquoi vous empêchez les démocrates d'exercer les activités politiques, d'aller au contact des populations sur le terrain? Parce que ce parti sort régulièrement pour dénoncer les entraves à la liberté d'exercice de leur droit d'être au contact des populations. Quand vous avez une activité à faire ici, un rassemblement, vous faites une déclaration. L'autorité administrative apprécie. Et elle est garante de l'ordre public. Parfois, pour ce que j'ai entendu de certains maires qui l'ont dit publiquement, il n'y a que les demandes qui sont introduites ne respectent pas les formes. Vous pouvez dire, oui, mais s'ils n'ont pas respecté, est-ce que l'autorité ne peut pas leur dire, faites ceci ou faites cela pour que ce soit bien? Ce n'est pas le rôle de l'autorité, mais on peut penser que cela est possible. Après, on doit tous être responsables, quels que soient nos bords. Et aujourd'hui, il faut considérer que si on est un parti responsable, on fait aussi les choses bien. Du reste, j'aime à dire, si un parti politique, quel qu'il soit, ou une association, quelle qu'elle soit, considère qu'elle veut faire une activité, qu'elle a rempli toutes les conditions, et que l'autorité administrative qui doit l'accompagner ne le fait pas, de mauvaise foi, il faut saisir les instances compétentes. On a des tribunaux administratifs ici. Vous les saisissez, vous vous dites, moi, j'ai voulu faire telle activité, tel préfet ou tel maire m'en a empêché, ce faisant, il a violé la loi. La justice va constater. Et si c'est le fait, ça va documenter les pratiques, ça fera que les fois d'après, les autres vont faire attention. Mais pour un parti qui se dit traquer les démocrates, par exemple, vous accordez un financement pour auditer le fichier électoral. Qu'est-ce qui se cache derrière ce financement? Il n'y a rien qui se cache. Le parti, les démocrates, dit, et nous, le fichier électoral, on veut voir comment ça se passe. On veut faire un audit. Et il faut que je vous explique, M. Boko. Nous avons désormais au Bénin un état civil qui se modernise. Depuis 2008, nous avons mis en place une base de données de tous les citoyens. Je dis tout parce qu'on a fait pratiquement plus que 100% au départ, mais on sait qu'il y a quelques personnes qui sont restées en rade et c'est pour ça qu'il y a un enrôlement continu. Donc, nous avons aujourd'hui un état civil qui se modernise avec les données biométriques de plus de 10 millions ou 12 de nos concitoyens. À partir de là, ceux qui n'ont pas fait le recensement initial, ils ont tout loisir de se faire enrôler à tout moment et il y a plein de gens qui le font. Toutes les naissances qui arrivent au Bénin, au mieux dans la journée ou le lendemain, vous avez l'inscription au registre national des personnes physiques. C'est de ce registre qui est déjà fiable
qu'est extraite la liste électorale à l'approche des élections dans les délais prescrits par la loi. Parce que vous allez introduire la requête et ça va générer pour vous la liste de tous ceux qui ont 18 ans au jour de l'élection. Donc c'est quelque chose de technique et de très pratique. Les amis, les démocrates disent qu'ils veulent voir comment ça fonctionne. Et le président de la République a dit, moi, il n'y a aucun souci. Comme ça, vous verrez comment on a travaillé pour mettre en place cette base de données. Et s'il y a des points à optimiser, vous formulez vos recommandations, nous allons tenir compte. Donc, effectivement, le gouvernement a débloqué le budget que le parti a réclamé à travers le comité de pilotage qu'il a mis en place. Mais une telle faveur est rare pour les oppositions en Afrique. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. Nous considérons que c'est une contribution citoyenne. D'ailleurs, le président de la République a dit au comité de pilotage qu'il a reçu qu'il ne les voit pas comme des mandataires d'un parti d'opposition parce que pour lui, ce n'est pas l'opposition qui fait l'audit puisque la liste ne sert pas que l'opposition ou que la mouvance présidentielle. C'est une liste au service de tous les Béninois. Donc, il considère que c'est un travail citoyen parce que d'ailleurs, la plupart des acteurs de ce comité de pilotage proviennent de la société civile. Il y a un représentant de l'opposition, mais ils ont mis assez de membres de la société civile dedans. Et c'est pour cette raison, déjà pour montrer sa bonne foi. Ensuite, pour montrer qu'il n'y avait rien à cacher, que le gouvernement a décidé de mettre l'intégralité des moyens demandés par l'opposition à travers le comité de pilotage. Monsieur le porte-parole, vous allez souvent sur le terrain pour des tournées de reddition de comptes. Que disent les Béninois? Sont-ils satisfaits des réformes que vous avez opérées, des réformes qui ont porté des fruits avec des performances économiques reconnues sur le continent, sur le plan des infrastructures, en matière de santé et d'emploi? Vous avez changé le Bénin en 10 ans. Est-ce que le Béninois est satisfait de ces performances? Mais merci de le reconnaître, vous qui venez, même si ce n'est pas de très loin, mais d'un peu loin quand même, et d'un pays voisin, c'est vrai que ça frappe. Pour la personne qui ne vit pas au Bénin, ou qui vient périodiquement, ça frappe les changements que l'on voit. Et effectivement, le Bénin a fondamentalement changé. Ça, c'est à l'actif de tous les Béninois, tous les citoyens, quel que soit leur rang, quelle que soit leur obédience politique. C'est le travail, dit le président Talon, de tous les Béninois. Que disent-ils quand on va à leur rencontre? Globalement, aujourd'hui, ils sont satisfaits. Globalement, ils voient que le pays change, ils voient que le pays se transforme. Et ce qui est encore plus réconfortant, plus gratifiant, c'est les gens qui, au départ, ne croyaient pas du tout et vous disent, moi, au départ, franchement, je ne croyais pas à M. Talon. Je n'ai même pas voté pour lui, je ne l'ai pas soutenu. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il y en a tellement qui souhaiteraient même qu'il puisse continuer l'aventure au-delà de 2026, ce qui, pour nous, n'est pas à l'ordre du jour. Donc, les Béninois, ils sont satisfaits, et parce qu'ils sont satisfaits, le gouvernement, il est aussi un peu victime des succès qu'il a engrangés. Tout le monde veut désormais avoir dans sa commune, voire dans son village, telle infrastructure. On fait des marchés modernes. Vous allez dans des communes où les circonstances ne permettent pas encore de le faire, tout le monde vous dit, à quand notre marché moderne? On fait des routes, aujourd'hui, de plus en plus durables. Et le président Talon a lancé un chantier, c'est celui de connecter toutes les communes par au moins une voie bitumée. Et nous y sommes pratiquement à une ou deux communes près. On a réussi ça. Des routes réalisées, certaines en cours, d'autres déjà engagées pour lesquelles on a signé. Toutes les populations vous disent, on veut des routes, mais on veut des routes de cette qualité parce qu'on voit que c'est durable. On peut ajouter les stades de... Et au-delà des routes, ils veulent des stades parce qu'on aura quand même fait 22 stades omnisports en un mandat de 5 ans et toutes les autres communes vous disent, à quand notre stade? Ou encore, on a eu un programme emblématique, asphaltage. Au-delà des routes, on essaye maintenant de construire nos villes, de faire l'urbanisme avec des voies bitumées ou pavées et avec des collecteurs pour que les eaux s'écoulent. Dans la première phase de ce programme, on a impacté 9 villes. Et toutes les autres communes du Bénin veulent aussi leur programme asphaltage. Donc vous allez n'importe où, on vous demande quand est-ce que chez nous, quelques rues vont être asphaltées. Et donc aujourd'hui, on sent un état d'esprit où les Béninois sont plus optimistes et considèrent que les temps changent positivement et qu'il n'y a pas de raison que le progrès, le développement ne viennent partout sur le territoire béninois à quelques échéances bientôt. Pour les infrastructures, c'est très visible. Les agrégats économiques vous donnent raison. Mais quand on interroge le panier de la ménagère, il est encore en souffrance. Où va l'argent?
le panier de la ménagère, comme vous dites. Nous, on a conscience qu'on fait tout ça pour améliorer le cadre de vie, améliorer les conditions des populations, mais on aimerait tellement aussi que dans les poches, il y ait encore plus d'argent. Mais le débat sur le panier de la ménagère, c'est un débat éternel. Il a existé hier, il existe aujourd'hui, il existera demain encore, on n'en finirait jamais. Et je vous mettrai au défi de me citer un seul pays où on ne parle pas de ça. Mais nous sommes en phase de construction. Regardez, M. Bokor, au-delà des réalisations que vous avez évoquées, je vous donne l'exemple sur le chantier du numérique, la digitalisation, la dématérialisation. Et là, nous avons également fait des prouesses incontestables. Aujourd'hui, au Bénin, vous avez à peu près 200 services publics disponibles en ligne. Si vous êtes béninois et que vous êtes né à Parakou ou à Natitengu ou à Tangueta, vous vivez à Cotonou, avant, pour avoir votre casier judiciaire, il vous faut vous déplacer. Ou vous avez un parent, vous envoyez de l'argent. Si vous vous déplacez, vous allez prendre un hôtel si vous n'avez pas de connaissance auprès de qui vous restez. Dans tous les cas, vous payez le transport. Aujourd'hui, où que vous soyez sur le territoire national, vous appliquez en ligne, vous faites votre demande de casier judiciaire et vous l'avez sans avoir à vous déplacer. Ça vient dans votre boîte, vous imprimez. Vous avez même le fichier. Comme au Togo. Le citoyen qui fait ça, nous on l'a généralisé, hein, le citoyen qui fait ça, il n'a pas le sentiment que vous lui faites économiser de l'argent. Celui qui va payer sa facture pour l'eau, pour l'électricité, il n'envoie plus quelqu'un lui faire les courses en payant les frais des émigrants. Il ne prend pas sa voiture et donc il économise du carburant. Mais il n'a pas le sentiment forcément que vous lui permettez d'avoir de l'argent dans sa poche parce que vous ne lui avez pas donné cet argent. Pourtant, on a fait tellement de réalisations aujourd'hui pour faciliter la vie aux populations et tout cela, l'effet induit, c'est que grâce au numérique, il y a des dépenses dont on fait l'économie et cet argent reste dans les poches. Donc, on va continuer à faire ça pour amplifier encore l'impact du numérique sur la transformation de notre société et la facilitation de la vie aux populations. Néanmoins, j'entends bien que cela ne suffit pas. Si on va viser spécifiquement le panier de la ménagère, c'est encore nous qui, en décembre 2022, avons décidé de faire une revalorisation des salaires et de la faire à des niveaux jamais atteints auparavant au Bénin. Vous avez des corps de métier où les augmentations ont atteint jusqu'à 60%, 50%, chez d'autres 40, 35, 30%. Inédit au Bénin, ça n'avait jamais été fait avant. Donc nous savons que si nous avons les moyens d'apporter un plus à nos concitoyens, personne ne nous prierait de le faire. Il n'aurait même pas besoin de manifester ou de revendiquer, nous le ferions. Le dernier exemple en date, c'est qu'il y a quelques jours en Conseil des ministres, nous avons pris une décision pour accorder des mesures incitatives à un corps de métier, par exemple. Certains professionnels de la santé, des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ou certains praticiens spécialistes du secteur de la santé, parce que nous voulons qu'ils restent à leur poste et qu'ils délivrent de meilleures prestations à nos populations. Quand on fait ça, quand on fait en sorte que l'école fonctionne bien, que l'hôpital fonctionne, parce que les enfants ne sont plus livrés à eux-mêmes dans les rues du fait de grèves intempestives, à l'hôpital, plus aucun agent ne dit à une femme enceinte qui arrive en travail, « Madame, on ne peut pas s'occuper de vous, tant pis pour votre vie, tant pis pour la vie de l'enfant que vous portez. » Quand on fait ça, on apporte un plus à nos populations. Et ça aussi, ça participe de l'amélioration des conditions. Mais on ne regarde pas souvent ces aspects parce qu'on se dit, c'est déjà un acquis de toutes les façons. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la magie pour que les billets, les pièces qu'on a dans nos poches se multiplient sans cesse. On va y arriver avec l'ampleur du travail que les Béninois font. Génération après génération, arrivera un moment où le bien-être sera quelque chose d'évident et de généralisé dans le pays. En matière d'emploi, vous avez quelques chiffres à votre actif. Vous avez généré des emplois, notamment avec la construction du centre industriel de Glodjibé. Mais là, la question qu'on se pose, est-ce que les salaires sont décents? Parce que les jeunes qu'on voit déferler le matin, ressortir le soir de ce centre industriel, est-ce qu'ils sont satisfaits des revenus qui leur sont proposés? Je suis heureux de vous entendre dire ce constat-là et de dire qu'à Glodjibé, ça déferle, c'est le mot. Parce qu'il faut vous positionner là-bas un matin, à l'arrivée, ou un soir à la sortie, pour voir effectivement le déferlement. Les conditions de travail sont prévues par le Code du travail. Et donc, les employeurs qui sont là ne font rien en dehors du Code du travail. Et aujourd'hui, à Glodjibé, près de 20 000 jeunes béninois qui y travaillent. On peut souhaiter, même vous et moi,
on peut souhaiter avoir mieux. Et donc, j'entends bien que nos concitoyens qui ont un emploi à Glodjibé souhaitent avoir mieux. Et nous, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'usines, d'entreprises qui s'installent pour recruter des jeunes et qui fassent qu'ils échappent à la précarité. Et à partir du moment où ils font bien leur travail, qu'ils gagnent mieux, c'est également notre souhait. Pour Cotonou, maintenant, qui a réussi à sortir la tête de l'eau, classer même la ville la plus propre de la sous-région, comment en êtes-vous arrivé là? Mais ça a été beaucoup de travail lié à l'ambition exprimée par le président de la République et aussi la détermination des Béninois. Parce que n'oubliez pas, nous, on n'a jamais prétendu que tout ce que nous faisons, c'est l'œuvre du gouvernement et du président de la République seulement. Le Bénin, avant 2016, vous êtes arrivé à Cotonou, je suis sûr que vous avez dû écarquiller les yeux pour voir si vous pouviez ramasser un sachet au sol, et vous n'en trouverez pas. Sur la bonne partie de la ville, avec les voies, vous n'en trouverez pas. Il faudra aller chercher loin, 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 loin. On a fait ça à force de détermination, à force de sérieux. On a mis en place la société de gestion des déchets solides qui s'occupe de 7 communes du Grand Oukoué et de la commune, 5 communes du Grand Oukoué, la commune de Parakou aujourd'hui, en attendant de généraliser son activité en s'étendant au fur et à mesure. C'est ça qui fait que la ville est maintenue propre. Le programme asphaltage que nous avons initié amène aussi la transformation qui est en cours dans la ville. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il y a de plus en plus d'axes qui sont ou bitumés, ou pavés, éclairés, de sorte que même la nuit, les affaires continuent ici à Cotonou. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarquable. Et nous sommes heureux que de l'extérieur, ça se voit aussi au point, effectivement, de faire de Cotonou la première ville la plus propre de notre sous-région et la 6e sur le continent. C'est une prestation remarquable et nous, notre ambition, c'est de maintenir et améliorer les niveaux de satisfaction, les niveaux de performance que nous réalisons actuellement. Et peut-être que, parlant de Cotonou, on peut ajouter l'emblématique programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, qui nous fait débourser depuis quelques années jusqu'en 2026 à peu près 300 milliards de francs CFA pour sortir Cotonou des inondations. Il y a quelques années, dès que les premières pluies s'invitaient, Cotonou avait déjà les pieds sous l'eau. Bon, et on connaît, on nous dit que la ville est en dessous du niveau de la mer, donc les inondations, c'est imparable. Mais nous avons commencé à faire un travail, non seulement asphaltage, mais assainissement pluvial de la ville de Cotonou, avec la construction de collecteurs, avec l'aménagement des voies. Et nous avons observé que depuis là, il y a moins d'eau qui stagne. Et quand nous aurons fini ce programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, les populations seront délivrées des inondations. Que vous reste-t-il à faire en deux mandats? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à apporter aux Béninois? Un État, un pays, il est éternel. Et c'est un chantier éternel. On aurait même réussi aujourd'hui à couvrir toutes les rues du Bénin de bitume ou de pavés, fleuries, éclairées. On aurait réussi à faire un hôpital dans chaque village, à faire en sorte que les enfants qui ont la cantine scolaire à l'école, et aujourd'hui ils sont 1,3 million, qui mangent du premier jour de la rentrée au dernier jour des classes, c'est-à-dire le jour des vacances. Avant 2016, c'était 20 jours dans l'année que les enfants pouvaient manger et ils étaient à peine 200 000. Aujourd'hui, plus d'1,3 million mangent du premier au dernier jour des classes. Qu'est-ce qu'on aurait fait tout ça que il y aurait toujours des besoins? Les gens qui ont un repas chaud, on pourrait penser à faire 2 repas pour eux, à agrémenter le repas d'un gros morceau de poisson ou de viande. Les gens vont dire qu'il nous faut davantage de médecins. On a fait de l'eau potable partout. Si on fait tout ça, on a l'électricité partout. Les poches sont remplies. Il y aura toujours des défis parce que l'évolution va aussi avec les défis qui s'invitent. Et quel que soit le niveau de développement auquel on parvient, les préoccupations des populations sont dimensionnées aussi en fonction du niveau de développement que l'on a atteint. Nous sommes pratiquement à 1 an de la fin du 2e et dernier mandat, en principe, du président Patrice Talon. Jusque-là, aucun indice sur le dauphin du président. Et ceux qui voient un syndrome du 3e mandat, est-ce qu'ils exagèrent? Vous dites en principe. Moi, je vous dispense du bémol que vous posez. Il n'y a pas de en principe au Bénin. C'est 2 mandats, pas plus. La Constitution qui a été révisée en 2019
à un moment où l'Assemblée nationale était composée de députés entièrement acquis à la cause du président Talon. 100% de députés. C'est ce que vous avez appelé l'Assemblée monocolore. Après le boycott des législatives de 2019 par l'opposition, les deux partis qui soutiennent le pouvoir se sont retrouvés à l'Assemblée. Ce sont ces partis, entièrement acquis à l'action du président Talon, qui ont conduit une révision sous la houlette du président Talon lui-même et dans laquelle, au lieu de lever le verrou de la limitation des mandats, on l'a plutôt corsé en disant qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats de président de la République. Mieux, on a ajouté que la révision qui est intervenue n'instaure ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution, pour que le débat soit définitivement clos au Bénin. Donc, il n'y a pas de principe. C'est le 2e et le dernier mandat. À supposer même qu'il y ait une nouvelle Constitution ou une nouvelle République. Le fait de dire que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats au Bénin solde le débat. Donc, pour nous, il n'y a pas de en principe. Le président Talon effectue en ce moment son second mandat, ça veut dire le dernier, et dans 15 mois, vous aurez le bonheur de constater que le Bénin aura vécu une nouvelle alternance pacifique où un président élu passe ses 2 mandats et transfère le pouvoir à son successeur dans la paix et avec les vœux de réussite qui conviennent. Même si le TOFA l'invite exceptionnellement à ajouter un 3e mandat. Moi, je n'ai pas noté que le TOFA invite le président Talon à faire un mandat au-delà de celui-ci. Et le TOFA, ça n'est pas la Constitution. J'entends cependant des concitoyens, quelle que soit leur obédience, parce qu'on entend davantage dans les médias, sur les réseaux, certains qui sont de la majorité présidentielle, mais on entend les populations à la base demander est-ce qu'il n'est pas possible que le président fasse un nouveau mandat. Et je parle des populations qui sont satisfaites du bilan parce que, à l'arrivée, leurs attentes sont plus comblées qu'elles ne l'espéraient. Beaucoup n'espéraient pas que le Bénin ferait autant de progrès sous le président Talon. Mais malgré ces appels-là, la constitution béninoise, elle sera respectée. Le président Talon passera la main à son successeur pour le bien du pays et nous resterons un exemple de démocratie et de développement sur le continent. Le président Talon, que dit-il de ses invites à faire un 3e mandat, de ses appels à la télévision ou à travers le TOFA? Vous qui avez la chance d'avoir de temps en temps d'être dans les secrets des dieux, que dit-il le président Talon? Il en rit? Ben, c'est le mot. Il en rit. À la limite, ça lui fait ni chaud ni froid. Après, c'est un peu flatteur que des gens disent « Oh, le bilan est tel que… » Franchement, on ne l'avait pas espéré. Mais s'il y avait possibilité de continuer, on serait tellement heureux de le voir pousser encore plus loin les limites du développement, ce qui a commencé sous lui. Mais le président, il a dit, moi quand je venais, peut-être que, même moi, peut-être que je n'avais pas idée que nous ferions un chemin aussi remarquable. Donc pourquoi vous ne pensez pas que celui qui viendrait après moi peut faire encore mieux que ce que, avec moi et vous, on a commencé à faire? Donc moi, j'ai foi que celui qui vient après moi fera en sorte que le progrès du Bénin s'intensifie et que nous soyons tous satisfaits afin que, président après président, au fil du temps, le Bénin s'élève et que tous nous soyons fiers de ce beau pays. Et le dauphin, qui va remplacer le président Talon? Vous pouvez prendre la nationalité béninoise, hein, peut-être que vous l'avez depuis et que vous me la cachez. Mais j'ai le malheur de porter le Lombouko. Ah, c'est pas un malheur, bien au contraire. Si vous avez la nationalité béninoise et que vous remplissez les conditions, vous pouvez être dauphin. Donc les dauphins, c'est tous les Béninois. Aujourd'hui, c'est tous les Béninois qui remplissent les conditions pour être président de la République. Mais le président, à un moment donné, il portera son choix sur son remplaçant. Évidemment, puisque s'il y a 12 millions de dauphins, il y en a un seul qui s'assierait sur le siège le moment venu. Donc à l'intérieur de tous les potentiels, il finira avec les partis qui forment la majorité présidentielle aujourd'hui, il finira par faire le casting qu'il faut pour proposer au peuple béninois quelqu'un qui irait à la conquête du pouvoir pour prolonger la dynamique qui est en cours actuellement et faire en sorte que le progrès, le développement qui a commencé, que nous voyons, demeure même au-delà du président Talon. Mais de qui il parle souvent, à qui il fait appel régulièrement? Ben, il ne m'a pas encore fait la confidence de me dire à qui il pense. Donc j'attends. Et votre insistance fait que je vous soupçonne d'avoir la nationalité béninoise et peut-être de me cacher que vous parlez avec le président Talon pour être demain son champion. Est-ce que le talon d'Achille de Talon, finalement, c'est sa politique extérieure? Parce qu'avec les pays voisins, vous avez quelques inimitiés qui vous valent même la fermeture, par exemple, avec
le Niger à ce point-là? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Quoi que l'on fasse, dans quelque secteur que ce soit, il y aura toujours des choses à améliorer. Je viens de vous dire, malgré tous les résultats que nous avons, et on peut penser que d'une autre façon, on aurait fait ceci de mieux ou cela de mieux. En politique extérieure, nous n'avons pas, nous, travaillé à nous faire de l'inimitié. Vous évoquez le Niger. Votre pays, le mien, le Niger, hier, nous appartenions tous à une même organisation, au sein de laquelle il y a des règles. Nous avons appliqué les règles que l'organisation s'est données. Nous avons appliqué les sanctions qui ont été prononcées à l'aune des règles qui régissent cette organisation. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nos frères du Niger n'ont pas compris cela. Pourtant, ça n'est pas nouveau. Avant le président Talon, au temps du président Boniaï, il y avait une situation pareille au Mali. Le Bénin a condamné et a exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, les temps ont évolué. Nos frères du Niger n'ont pas compris. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, puisque la CEDEAO, avec l'empressement, avec le plaidoyer du président Talon, a fini par lever les sanctions. Et qu'ils vous souviennent, quand elles ont été levées, nous avons été encore parmi les tout premiers, pour ne pas dire le tout premier, à acter la levée des sanctions. Nous avons ouvert la frontière de notre côté. Nous attendons que nos frères du Niger ouvrent enfin la frontière pour que les populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de la frontière, recommencent à vivre en harmonie et en coexistence pacifique, comme c'était le cas. Le Niger vous reproche d'héberger sur votre sol des bases militaires par lesquelles se préparent des coups pour déstabiliser le régime de transition. Bon, je sais qu'eux-mêmes, ils n'y croient pas à la vérité. Eux-mêmes, ils n'y croient pas. Parce que ils ont donné des coordonnées GPS qui n'atterrissent même pas au Bénin. Monsieur Bouko, vous voyez, le Niger, avant cette situation de juillet 2023, abritait une base militaire française, avait une force américaine chez lui. Le Bénin n'a jamais trouvé que c'était une menace à sa souveraineté. Le Bénin n'a jamais indexé le Niger pour dire « mais pourquoi vous avez des Français chez vous qui ont une base, ça nous menace ?» On n'a jamais fait ça. Donc, à la limite, un pays fait son choix et assume. Mais nous avons fait le choix de ne pas avoir de base. On n'avait pas d'accord de défense avec la France, comme d'autres pays africains ont pu le faire. Nous avons des accords de coopération militaire avec la Russie, avec la France, avec les États-Unis, avec la Belgique et autres. Mais on n'a pas d'accord de défense qui ont amené des gens à faire des bases militaires chez nous. Par contre, dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le terrorisme, qui nous est importée essentiellement du Burkina et du Niger, et vous comprenez pourquoi, quand la situation du Niger est intervenue, le Bénin a été actif, parce que nous gérions déjà suffisamment la situation sur le flanc avec le Burkina, et nous craignons que si le Niger devrait également devenir un peu comme ce qui se passe ailleurs, ça nous pose davantage de problèmes. Nous voulions la stabilité de la sous-région. Donc, dans cette stratégie-là, non seulement nous recrutons beaucoup de jeunes gens pour l'armée, non seulement nous achetons beaucoup d'équipements, nous faisons de la formation, mais nous avons passé un palier en construisant quelques bases opérationnelles avancées qui sont des petits camps, des petites casernes militaires et des points avancés fortifiés en fonction des localités et du risque identifié par rapport à cette menace-là. Nous avons surinvestissement et il n'y avait rien à cacher. La preuve en est que dès décembre 2022, je dis décembre 2022, donc 7 mois avant le coup d'État, le président Talon, dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale, a évoqué la construction de ces bases opérationnelles avancées. S'il y avait quelque chose à cacher, on n'aurait pas dit ça. Maintenant que, opportunément, certains s'en saisissent pour dire, parce que le Bénin fait des efforts, ils ont des bases assez modernes, donc on se demande même si c'est eux-mêmes qui ont fait, qui s'en saisissent pour dire que c'est des bases étrangères. On les laisse responsables de leurs propos, mais à chaque fois, nous avons expliqué qu'il n'y avait pas de base étrangère chez nous, pas plus qu'il n'y a d'instructeurs étrangers, instructeurs français ou de légionnaires, comme on a cru voir quelqu'un ici, des légionnaires noirs. Nous nous battons du mieux que nous pouvons, avec nos moyens, avec nos forces, et nous sommes reconnaissants pour le courage de nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité, dont
certains éléments vont parfois jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons pas envie de perdre nos enfants sur le front du terrorisme. Nous n'avons pas envie que cela continue. Or, les gens qui viennent s'en prendre à nous, dès qu'ils ont fait un coup, ils retournent de l'autre côté de la frontière d'où ils sont partis. Et c'est ça notre réalité aujourd'hui. Nous espérons que la coopération avec les voisins va redevenir ce qu'elle était et nous permettre d'avoir en intelligence des approches qui permettent de contenir, voire de bouter ce phénomène hors de notre espace. Parce que le Bénin, sous la houlette du président Talon, a été encore le premier à demander à la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, pendant que le Niger, le Mali, le Burkina y étaient, à demander une mutualisation des moyens pour faire en sorte que ce soit une dynamique communautaire qui permette d'affronter le phénomène. C'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelait l'initiative d'Accra. Puis, il n'y a pas eu beaucoup d'empressement. Et c'est pourquoi le Bénin a commencé à faire des investissements, même si ça coûte beaucoup de dizaines de milliards. Aujourd'hui, nous avons une très belle relation, coopération avec le Togo sur ce front-là, qui marche bien. En raison des coûts intervenus au Mali, au Burkina et au Niger, ce qui était en cours avec le Burkina et le Niger est suspendu pour le moment. Mais nous restons disponibles. Nos forces de défense et de sécurité renouvellent, réitèrent leur offre de coopération et nous avons bon espoir qu'à un moment ou à un autre, nos frères des autres pays comprendront qu'il nous faut conjuguer nos efforts et qu'ensemble, nous serons plus forts pour vaincre ces criminels. En êtes-vous avec les tractations avec le Niger? La frontière peut être ouverte bientôt? Ben nous, on est prêts puisque nous, on l'a ouverte déjà à la frontière. Sur le fleuve, ça circule. On a levé toute restriction, toute interdiction parce que nous savons aussi que par ce moyen-là, les populations arrivent à faire venir des produits ou des biens qui leur sont essentiels. Nous fermons les yeux. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture formelle de la frontière, ben nous, si les autorités nigériennes nous disent ce soir, nous ouvrons les frontières, nous dirons tant mieux. Si c'est demain qu'elles ouvrent, nous dirons tant mieux. Dans tous les cas, nous avons bon espoir qu'elles finiront par ouvrir les frontières parce qu'elles seront convaincues définitivement de ce que le Bénin n'est pas une menace pour le Niger et que nous n'avons jamais, nous, planifié d'attenter à la sécurité du Niger. Nous sommes des frères. On peut, parfois, entre frères, en famille, connaître des frictions. On dit bien que la langue et les dents se chamaillent tout le temps, mais elles sont appelées à cohabiter. Entre frères, il arrive parfois que le temps monte et après, tout rentre dans l'ordre. Nous considérons que c'est une mauvaise passe et que les choses vont rentrer dans l'ordre quand les autorités nigériennes parviendront à la conviction définitive que les Béninois sont leurs frères, que le Bénin est un pays frère et ami et que le Bénin n'a aucun projet d'attenter à leur sécurité ou de pactiser avec qui que ce soit pour attenter à leur sécurité. Ça veut dire que vous n'avez rien contre le projet de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que le Bénin peut collaborer avec l'AES d'ici là? Pourquoi voulez-vous qu'on ait quelque chose contre ce projet? La dynamique des États, c'est une dynamique évolutive. C'est une dynamique évolutive. L'AES, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un regroupement d'au moins 3 pays. Ça peut s'étendre demain à 4, 5, 10 autres. Peut-être que la CEDEAO va changer de forme ou bien qu'elle va s'élargir à d'autres qui veulent être observateurs ou que d'autres pays iront demain vers d'autres organisations. C'est une dynamique. Quand on est dans une organisation, l'important, c'est de respecter les règles que l'organisation se donne. Et nous, en tant que membres de la CEDEAO aujourd'hui, nous respectons les règles. Si demain la dynamique fait que nous sommes dans un autre groupe ou bien que la CEDEAO change d'approche, nous serons encore des partenaires loyaux mais responsables. Et c'est ce que nous faisons. Donc, est-ce qu'on peut coopérer avec l'AES? Les pays de l'AES, ce sont nos voisins, ce sont nos frères. La nature nous condamne à coopérer, quelle que soit l'approche des uns et des autres pour défendre leur souveraineté, pour promouvoir leur développement. Est-ce que, parce que le Niger fait partie de l'AES, demain, on va se réveiller et constater que le territoire nigérien a été déplacé et envoyé ailleurs, il n'est plus à côté du Bénin? Ce n'est pas possible. Est-ce que le Burkina peut être éloigné de nous, à moins d'une nouvelle tectonique des plaques qui va faire que le sol se fende et que le continent se divise, comme on a commencé à l'observer quelque part dans la corne de l'Afrique? À moins d'avoir un tel phénomène, nous sommes condamnés à être des voisins et donc nous nous coopérons avec le Niger
avec le Burkina, avec le Mali, avec tous les autres, quel que soit le regroupement ou les regroupements auxquels ils appartiennent. On n'a pas de jugement, on n'a pas de jugement de valeur sur le choix des États d'appartenir à telle ou telle organisation. C'est un choix souverain. Et en tant que tel, il ne nous appartient pas de commenter, de critiquer ou autre, non. On prend acte et ce qu'on peut faire de bien, on le fait. Monsieur le porte-parole du gouvernement béninois, nous arrivons à la fin de cet entretien. Pour terminer, quel sera selon vous le plus bel héritage laissé aux Béninois par le président Talon dans un an quand il va quitter le pouvoir? Mais c'est déjà connu. Lui-même, il dit qu'il considère que sa plus grosse réalisation, c'est d'avoir contribué à changer l'état d'esprit des Béninois, l'état d'esprit de ce peuple. Effectivement, aujourd'hui, les Béninois, ils sont de plus en plus convaincus qu'il n'y a pas de rêve trop grand pour le Bénin, que toutes les ambitions sont à notre portée tant que nous le voulons, tant que nous travaillons à cela. Les gens sont moins défaitistes. Avant 2016, le désespoir avait souvent été le lot des Béninois. Quand on a élu un président, en général, c'était en sanctionnant son prédécesseur parce qu'on était déçu. Et le nouveau vient, la déception revient. Le pays ne se développe pas. Les conditions de vie ne s'améliorent pas. Or, aujourd'hui, on a vécu un phénomène contraire. Le président Talon est venu d'abord porté par une vague d'espoir. Et puis très vite, quand les réformes ont commencé, parce que c'est difficile, les gens étaient déçus. On dit, oh, on a fait une erreur. Pourquoi on a pris ce monsieur? Il est si rigoureux, il est si méchant. On a entendu même ça, hein, méchant. Mais aujourd'hui, les mêmes disent, ah non, il aura fallu son courage pour nous montrer que c'est possible. Et fort heureusement, quels que soient les bords, croyez-le, M. Boko, hein, même nos plus gros contenteurs, en dehors des caméras, ils nous disent, franchement, le niveau où le président a porté le pays, le travail que vous faites, c'est remarquable. En dehors des caméras, ils nous le disent tous. Donc les Béninois se disent, c'était possible. Et désormais, c'est possible, ça doit rester possible, que notre pays progresse de façon continue. C'est ça, pour Talon, le plus bel héritage qu'il aurait laissé. Ce n'est pas l'Amazone qui est devenue aujourd'hui une attraction mondiale. Ce n'est pas les belles routes. Ce n'est pas l'école qui fonctionne mieux. Ce n'est pas l'hôpital qui fonctionne mieux. Parce qu'il considère que cet état d'esprit détermine tout le reste. Si on le maintient, on va faire encore des prouesses de plus en plus grandes. Et à terme, le pays sera définitivement transformé pour que nos enfants, nos petits-enfants vivent dans un Bénin meilleur que nous n'avons pas forcément connu. Merci. Wilfried Léandre Mbedi. C'est moi qui vous remercie. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.